Abandonnée dans un orphelinat car jugée inférieure à ma sœur jumelle, je deviens une femme accomplie. Mes parents, me reconnaissant à la télévision, cherchent à renouer. Je les accueille, mais leur réaction face à ma famille adoptive révèle leur véritable visage. Je m'appelle Éléonore Dubois et j'ai 29 ans maintenant. Mais quand j'avais 11 ans, mes parents ont décidé que j'étais la mauvaise jumelle à garder. Ils ne l'ont pas dit aussi clairement au début. Ils l'ont enrobé de mots choisis comme placement spécial, soutien émotionnel et meilleur environnement. Mais j'ai compris ce qu'ils voulaient dire dès que ma valise a été posée à côté de l'accueil d'une maison d'enfants de type orphelinat, et que ma sœur jumelle était toujours assise en sécurité sur la banquette arrière de notre voiture. C'était elle, l'intelligente. C'était elle, la douée. C'était la fille qu'ils présentaient fièrement lors des événements scolaires, des dîners privés et des réunions parents-professeurs. J'étais celle qui se figeait pendant les contrôles, qui dessinait des histoires dans les marges des devoirs, et qui les embarrassait en étant ordinaire dans une famille obsédée par l'extraordinaire. Ce jour-là, mon père m'a regardé comme si j'étais un investissement raté, et ma mère n'a même pas osé croiser mon regard. J'ai continué à attendre que l'un d'eux se retourne, me serre dans ses bras, et dise que tout cela était une erreur. Ils ne l'ont jamais fait. Les années ont passé. J'ai cessé d'être l'enfant qu'ils avaient abandonné pour devenir une femme qu'ils ne reconnaissaient plus. Puis, un matin, ils m'ont vu à la télévision nationale, souriant sous les lumières vives du studio, tandis que les gens applaudissaient la vie que j'avais construite sans eux. Tout à coup, ils ont voulu reprendre contact. Tout à coup, ils ont agi comme s'ils m'avaient toujours aimé, m'avaient toujours cru, avaient toujours été fiers de moi. Alors, je les ai invités à dîner et je leur ai dit que je voulais leur présenter ma vraie famille. Mais lorsqu'ils sont entrés chez moi et ont vu qui m'avait élevé, leurs visages se sont effondrés d'une manière que je n'oublierai jamais. Je suis né dans une maison où l'amour ressemblait à une évaluation de performance. Mes parents, Richard et Meredith Dubois, vivaient à Palo Alto, en Californie, et tout dans notre famille était conçu pour paraître parfait de l'extérieur. Mon père dirigeait l'Institut des surdoués Dubois, un centre d'apprentissage privé pour parents fortunés qui voulaient que leurs enfants soient testés, classés, coachés et polis pour devenir de futures réussites dans les universités de l'Ivy League. Ma mère travaillait à ses côtés en tant que consultante en admission. Le genre de femme qui pouvait regarder un enfant de 6 ans et parler de potentiel de leadership comme si elle évaluait un contrat commercial. Pour les autres parents, ils étaient des experts. Pour moi, ils étaient des juges. Ma sœur jumelle, Serena, était tout ce qu'ils voulaient que leur fille soit. Elle lisait tôt, résolvait des problèmes de mathématiques pour le plaisir, gagnait des concours d'orthographe, et souriait poliment pendant que les adultes la qualifiaient de remarquable. J'aimais Serena, et je crois encore qu'elle m'aimait. Mais me tenir à ses côtés donnait l'impression de se tenir à côté d'une lampe vive pendant que tout le monde soulignait à quel point j'étais faible. Je n'étais pas stupide. J'apprenais juste différemment. Les chiffres devenaient flous quand je paniquais. Les contrôles chronométrés faisaient trembler mes mains. Je pouvais me souvenir de chaque détail d'une histoire que quelqu'un me racontait, mais je ne pouvais pas toujours finir une feuille d'exercice avant la fin du temps imparti. Pendant que Serena remplissait des cahiers de réponses parfaites, je remplissais les coins des miens avec des dessins, de petits personnages et des scènes d'histoire que j'inventais dans ma tête. Mon père appelait cela du gaspillage de papier. Ma mère appelait cela de l'évitement de la réalité. À table, ils ne demandaient pas ce qui me rendait heureuse. Ils demandaient quel score j'avais obtenu, quel score Serena avait obtenu, et pourquoi je n'avais pas travaillé plus dur. Si Serena obtenait 98, ils célébraient. Si j'obtenais 76, ils avaient l'air embarrassés. Une fois, mon père a tapoté mon bulletin scolaire du doigt et a dit, « La moyenne, c'est ce qui arrive quand un enfant refuse de s'élever. » Ma mère a ajouté, « Ta sœur porte le nom des Dubois. Tu fais douter les gens. » J'avais 10 ans quand j'ai compris que, dans ma maison, être aimé n'était pas automatique. Cela devait être mérité, et Serena le méritait plus vite que moi. Le pire, c'est que Serena ne s'est jamais servie de sa position contre moi. Quand nos parents ne regardaient pas, elle m'aidait à faire mes devoirs, me glissait des collations quand j'étais puni, et murmurait que j'étais doué pour des choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais elle était aussi une enfant. Elle ne pouvait pas me protéger des adultes qui avaient déjà décidé de ma valeur. L'année où tout a basculé, mes parents nous préparaient, Serena et moi, à un examen d'entrée dans une célèbre académie privée pour surdoués. Ils disaient à tout le monde que leurs filles jumelles postulaient toutes les deux.
Ils avaient imprimé des brochures de leur institut montrant des enfants souriant sous des mots comme excellence, discipline et potentiel. Derrière des portes closes, j'ai pleuré devant les tests blancs jusqu'à ce que le papier ramollisse sous mes mains. Mon père a dit que pleurer était de la manipulation. Ma mère a dit que si je les embarrassais, je n'aurais que moi à blâmer. Serena a réussi l'examen facilement. J'ai échoué. Pas de peu. J'ai échoué si mal que le directeur des admissions a suggéré avec douceur que je pourrais bénéficier d'un environnement d'apprentissage différent, un environnement avec moins de pression et plus de soutien émotionnel. Mes parents n'ont pas entendu la partie soutien. Ils ont entendu échec. Pendant 2 jours, la maison est restée silencieuse autour de moi. Puis, un soir, après le dîner, ma mère m'a dit de faire ma valise, car ils avaient trouvé un endroit qui pourrait s'occuper d'enfants ayant mes besoins. J'ai pensé que c'était pour du tutorat. J'ai pensé que peut-être pour une fois, ils avaient trouvé de l'aide. Le lendemain matin, ils m'ont conduite de l'autre côté de la baie, dans une résidence pour enfants à Auckland, appelée la Maison du Port. Ce n'était pas tout à fait un orphelinat à l'ancienne, mais pour une fille de 11 ans regardant ses parents signer des papiers à l'accueil, cela ressemblait à un. Mon père a dit au personnel que j'étais rebelle, instable et impossible à gérer. Ma mère a dit qu'ils avaient tout essayé. Je me tenais là, mon sac à dos serré contre ma poitrine, essayant d'expliquer que je n'étais pas mauvaise. J'avais juste peur. Personne ne m'a demandé ce qui se passait à la maison. Mes parents m'ont dit que c'était temporaire, mais leurs yeux étaient déjà partis. Serena n'a pas été autorisée à entrer. J'ai vu son visage par la fenêtre de la voiture, pâle et mouillé de larmes, une main pressée contre la vitre. J'ai couru après eux quand ils se sont retournés pour partir. Un membre du personnel m'a doucement retenu par les épaules pendant que je criais après ma mère. Elle ne s'est pas retournée. Mon père a ouvert la portière de la voiture, s'est arrêté et a dit, « Ta sœur a un avenir. Tu as besoin de gens formés pour s'occuper d'enfants comme toi. » Puis ils sont partis. Pendant la première semaine, j'ai dormi avec mes chaussures, car je croyais qu'ils pourraient revenir la nuit et me ramener à la maison. J'ai écrit des lettres tous les jours. Je me suis excusé pour mes notes. J'ai promis que j'arrêterais de dessiner. J'ai promis que deviendrais intelligente s'ils me donnaient une autre chance. Aucune réponse n'est arrivée. La première lettre retournée, non ouverte, portait une marque rouge sur l'enveloppe. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pas été placé quelque part pour guérir. J'avais été retiré pour que la famille Dubois puisse continuer à avoir l'air parfaite sans moi. La maison du port n'était pas cruelle, mais c'était une solitude que je n'avais jamais connue. Il y avait des enfants qui avaient perdu leurs parents, des enfants dont les parents étaient en prison, des enfants dont les maisons étaient devenues dangereuses, et des enfants comme moi qui avaient encore des parents quelque part, mais qui avaient été traités comme une gêne trop lourde à porter. J'ai arrêté de donner mon nom de famille après un certain temps, car Dubois signifiait quelque chose dans cette partie de la Californie. Certains membres du personnel avaient entendu parler de l'institut de mes parents. Quelques-uns ont paru perplexes lorsqu'ils ont appris de quelle fille il s'agissait. Je voyais la question dans leurs yeux. Comment des gens qui enseignaient aux autres parents à propos des enfants pouvaient-ils abandonner leur propre enfant ici? Je me posais la même question chaque nuit. Au début, j'attendais que mes parents m'appellent. Puis j'ai attendu Serena. Puis j'ai attendu n'importe qui. Serena a réussi à envoyer une carte d'anniversaire par l'intermédiaire d'un conseiller scolaire des mois plus tard. Elle contenait un petit dessin de 2 étoiles et les mots « Je suis toujours ta sœur jumelle ». J'ai plié cette carte jusqu'à ce que le papier soit presque déchiré, car c'était la seule preuve que quelqu'un de ma vie d'avant se souvenait de mon existence. Mes parents ont été invités à des réunions concernant la réunification. Ils ont manqué la première à cause d'une conférence. Ils ont manqué la deuxième parce que ma mère a dit que Serena avait une présentation académique. Lors de la 3e réunion, leur email était court et froid. Ils ont écrit que je m'adaptais mieux loin des pressions de la maison et que je devrais rester dans des soins spécialisés. Soins spécialisés sonnait plus propre que abandon. Les adultes aiment les mots qui donnent une image responsable aux choses laides. Je suis devenue plus silencieuse. J'ai arrêté de demander quand je pourrais rentrer à la maison. Je continuais à écrire des histoires, mais je les cachais sous mon matelas, car je croyais encore que la créativité était quelque chose de honteux. Puis, un samedi après-midi, une femme avec des lunettes de lecture argentées et un sac en toile plein de livres illustrés est venue à la Maison du Port. Elle s'appelait Ruth Dubois,
et elle faisait du bénévolat dans un programme d'alphabétisation pour enfants en soins résidentiels. Elle ne m'a pas demandé de me présenter au groupe. Elle ne m'a pas forcé à lire à voix haute. Elle s'est simplement assise à côté de moi à une table et a remarqué le coin d'un cahier qui dépassait de ma manche. Je me suis préparé à la conférence habituelle. Au lieu de cela, elle a dit, « Vous écrivez des histoires ?» J'ai haussé les épaules. Elle a souri, comme si cette réponse suffisait. « Quand vous serez prête, je serai honoré d'en lire une. » Honoré ? Aucun adulte n'avait jamais utilisé ce mot pour quoi que ce soit que je faisais. La semaine suivante, elle est revenue avec son mari, Michel. C'était un mécanicien de bus scolaire de Sacramento, avec des mains calleuses, des yeux gentils et une manière tranquille de mettre à l'aise les enfants nerveux. Il n'a pas beaucoup parlé au début. Il a juste remarqué que le vieux magnétophone dans la salle d'activité était cassé, l'a démonté et l'a réparé sous nos yeux. Puis il me l'a tendu et a dit, « Les écrivains ont aussi besoin d'outils. » J'ai utilisé ce magnétophone pour enregistrer mes histoires au lieu de les écrire. Et pour la première fois, les mots sont sortis sans se bloquer. Ruth a écouté chaque cassette. Elle a posé des questions sur les personnages, les fins, les choix, les sentiments. Michel m'a construit une petite boîte en bois pour garder les cassettes en sécurité. Ils n'ont pas traité mon imagination comme un problème. Ils l'ont traitée comme une porte. Après quelques mois, Ruth et Michel ont demandé s'ils pouvaient devenir mes parents d'accueil. Je n'y croyais pas au début. Des gens venaient souvent à la maison du port et repartaient. Vouloir me prendre en permanence semblait impossible. Le processus était lent. Il y a eu des vérifications d'antécédents, des visites à domicile, des audiences au tribunal et des réunions où les adultes parlaient avec soin parce qu'ils savaient que toute la vie d'un enfant était décidée. Mes parents ont été informés. Mon père a envoyé un email disant qu'il faisait confiance au système pour déterminer le résultat le plus pratique. Ma mère n'a rien écrit du tout. Le résultat le plus pratique. C'est ce que j'étais pour eux. Ruth a pleuré en lisant ces mots, non pas parce qu'elle était en colère de manière bruyante, mais parce qu'elle comprenait ce qu'ils m'avaient fait. Michel s'est assis à la table de la cuisine de leur modeste maison de Sacramento et a dit, « Un enfant n'est pas un projet que l'on abandonne quand ça devient difficile. » J'ai emménagé avec eux au printemps. Leur maison était plus petite que la maison du bois, avec des livres empilés sur des tables d'appoint, des tasses dépareillées dans l'armoire et un jardin où Michel réparait de vieux vélos pour les enfants du quartier. Pour moi, c'était comme entrer dans la lumière du soleil après des années sous des lumières fluorescentes. À table, personne ne me demandait de me comparer à Serena. Ruth demandait ce qui m'avait fait rire ce jour-là. Michel demandait si je voulais du riz supplémentaire. Quand je suis rentré avec un B-, j'ai attendu la déception. Ruth a mis le papier sur le frigo parce que mon professeur avait écrit « Amélioration notable ». J'ai fixé ce frigo pendant 10 minutes, essayant de ne pas pleurer. Finalement, mes parents ont accepté de renoncer à leurs droits. Ils l'ont fait par l'intermédiaire d'avocats, sans aucune lettre personnelle pour moi. Le jour où l'adoption est devenue définitive, Ruth et Michel m'ont donné un nouveau nom si je le voulais. J'ai choisi Dubois parce que je voulais appartenir aux gens qui étaient restés. Ce soir-là, Michel a réparé le magnétophone à nouveau après qu'il est bloqué, et Ruth m'a donné un carnet vierge avec mon nouveau nom écrit à l'intérieur. Éléonore Dubois. Pour la première fois, mon nom ne ressemblait pas à un avertissement. Il ressemblait à un début. Je ne suis pas devenu célèbre du jour au lendemain. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la vraie guérison. Pendant des années, j'ai porté les vieilles voix avec moi. Quand un professeur me rendait une copie, j'entendais encore mon père me dire que la moyenne était un échec. Quand quelqu'un félicitait Serena en ligne pour une autre bourse ou un prix, je ressentais cette vieille douleur dans ma poitrine, même si je l'aimais et savais que ce n'était pas de sa faute. Ruth m'a aidé à comprendre que le traumatisme ne disparaît pas juste parce que la vie s'améliore. Michel m'a appris que les choses cassées peuvent être réparées, mais pas en prétendant qu'elles n'ont jamais été cassées. Au lycée, j'ai rejoint le club de radio étudiant parce que parler dans un micro me semblait plus sûr que de me tenir devant une salle. J'ai commencé à enregistrer de courtes histoires pour les plus jeunes à la bibliothèque où travaillait Ruth. Certains de ces enfants avaient du mal à lire. Certains avaient un TDAH. Certains apprenaient l'anglais. Certains croyaient simplement qu'ils étaient stupides parce que des adultes leur avaient dit que l'apprentissage devait se présenter d'une seule manière. Je connaissais ce regard dans leurs yeux.
Je l'avais porté pendant des années. Alors, j'ai créé des histoires avec des effets sonores, des dessins, du mouvement et des choix. J'ai demandé aux enfants de jouer des mots de vocabulaire. J'ai transformé les problèmes de mathématiques en petits mystères. J'ai vu des enfants qui détestaient lire se pencher en avant parce que soudain, la leçon ne les jugeait pas. Elle les invitait. C'est devenu le centre de ma vie. Je suis allé à l'université dans l'État de Washington pour étudier le développement de l'enfant, la communication et la conception pédagogique. Je n'ai jamais été la meilleure élève de chaque cours, mais je suis devenue l'étudiante dont les professeurs se souvenaient parce que je pouvais expliquer des idées complexes d'une manière qui touchait les gens. Pendant mes études, j'ai renoué plus ouvertement avec Serena. Une fois qu'elle a eu 18 ans, elle n'a plus eu à cacher chaque message. Elle s'est excusée encore et encore de ne pas avoir arrêté ce qui s'est passé. Je lui ai dit la vérité. Elle avait aussi 11 ans. Le blâme appartenait aux adultes qui avaient choisi l'image plutôt que l'amour. Serena était devenue brillante de la manière attendue par tous, étudiant la science des données biomédicales. Mais j'entendais de l'épuisement dans sa voix. Être l'enfant modèle ne l'avait pas rendue libre. Cela l'avait rendue responsable de maintenir la fierté de nos parents. À peu près à la même époque, je me suis rapproché de Caleb Reed, un étudiant en orthophonie que j'avais rencontré lors d'un programme de bénévolat sur le campus. Caleb était patient sans être mou, honnête sans être cruel, et il comprenait les enfants qui communiquaient différemment. Il n'a jamais traité mon passé comme une histoire tragique à admirer de loin. Il l'a traité comme une partie de moi, mais pas tout de moi. Après l'obtention de mon diplôme, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans le jardin de Ruth et Michel. Serena est venue, a pleuré pendant les vœux, et s'est tenue à mes côtés, même si nos parents n'étaient pas invités et ne le savaient pas. Caleb et moi avons déménagé à Seattle, où j'ai commencé à animer des ateliers pour les enfants qui avaient été étiquetés comme lents, difficiles, distraits ou moyens. J'ai appelé le programme Apprentissage brillant parce que c'est ce que je voulais construire. Un pont entre l'enfant et la manière dont son esprit apprend naturellement. Au début, nous n'avions pas de bureau chic. Nous utilisions des salles de bibliothèque publique, des meubles de seconde main donnés, des affiches que je dessinais à la main. Ruth a aidé à concevoir des cercles de lecture. Michel a conduit des cartons de livres et du matériel de seconde main tout droit de Sacramento plus d'une fois. Caleb travaillait avec des enfants qui avaient du mal à parler clairement ou à traiter les instructions. J'écrivais des leçons sous forme d'histoire et les enfants répondaient. Un petit garçon atteint de dyslexie a lu son premier paragraphe complet au micro et a demandé s'il pouvait envoyer l'enregistrement à sa grand-mère. Sa mère a pleuré si fort qu'elle a dû s'asseoir. Quelqu'un a posté un extrait en ligne et cela s'est répandu plus vite que nous ne l'avions tous prévu. Puis, une chaîne de télévision locale a appelé. Puis un podcast d'éducation nationale. Puis une fondation a offert un financement. En 3 ans, Brightbridge était devenue une véritable entreprise avec du personnel, des partenariats scolaires, des bourses et une liste d'attente. J'aurais dû me sentir uniquement fier. Mais le succès peut être étrange quand les gens qui vous ont jadis rejeté sont encore vivants quelque part, prétendant avoir fait le bon choix. Puis vint le matin qui a tout changé. J'ai été invité sur un programme de télévision nationale appelé le Bureau matinal américain pour recevoir le prix national de l'innovation éducative. L'animateur m'a demandé ce qui avait inspiré mon travail. Je n'ai pas dit le nom de mes parents. Je ne les ai pas attaqués. J'ai simplement dit, on m'a dit autrefois que je ne valais pas la peine d'être investi. Puis 2 personnes m'ont appris que chaque enfant apprend différemment et que chaque enfant mérite quelqu'un qui reste. La caméra s'est tournée vers Ruth et Michel dans le public. Ruth pleurait. Michel essayait de ne pas le faire. Caleb tenait ma main. Dans tout le pays, des millions de personnes m'ont vu sourire sous les lumières du studio. Et quelque part en Californie, mes parents biologiques m'ont vu aussi. Pendant 18 ans, ils n'avaient pas eu besoin de moi. Mais au moment où le monde m'applaudissait, ils se sont souvenus que j'existais. Le premier message est arrivé 3 jours après la diffusion. J'étais dans mon bureau en train d'examiner des candidatures de bourse lorsque mon téléphone s'est allumé avec un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Le message disait qu'ils m'avaient vu à la télévision, que j'avais l'air magnifique, qu'ils étaient fiers de la femme que j'étais devenue, et qu'ils espéraient que suffisamment de temps s'était écoulé pour que nous puissions nous reconnecter en tant que famille. Je l'ai lu 2 fois, attendant les excuses. Elles ne sont jamais venues. Il n'y avait aucune mention de la maison du port, aucune mention des lettres retournées non ouvertes,
Aucune mention des réunions qu'ils avaient manquées, ou de la phrase qui m'avait suivi pendant la moitié de ma vie. Ta sœur a un avenir. Ils écrivaient comme si j'étais simplement parti et avais oublié de rentrer à la maison. Ma première réaction a été de supprimer le message. Au lieu de cela, j'ai appelé Serena. Elle a répondu rapidement et a dit, « Ils t'ont envoyé un message, n'est-ce pas ?» C'est ainsi que j'ai appris la vérité. L'Institut des surdoués du Bois était en difficulté. Des parents avaient commencé à se plaindre que l'Institut mettait trop de pression sur les enfants, et un ancien élève avait écrit un article sur l'anxiété et le burn-out après des années de coaching intensif. Leur prochain gala de collecte de fonds était censé redorer leur image publique. Après mon apparition télévisée, mes parents ont vu une solution. Moi. Serena avait entendu notre mère dire, mon histoire pourrait être réinterprétée comme la preuve que la famille Dubois a toujours produit l'excellence, même par des chemins non conventionnels. Mon père avait apparemment dit, les gens aiment les histoires de retour. Il suffit de ramener Éléonore dans le récit familial. Récit familial, pas fille, pas récit d'excuses. Caleb m'a trouvé assise à notre table de cuisine ce soir-là, le message ouvert sur mon téléphone. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il a seulement demandé, qu'est-ce qui te donnerait la paix? J'ai réfléchi longtemps. Les ignorer me protégerait peut-être pour un jour, mais cela ne les empêcherait pas d'utiliser mon nom. Les attaquer en ligne transformerait ma douleur en divertissement avant que je ne sois prête. Puis j'ai pensé à Ruth et Michel, à chaque dîner où ils m'ont fait me sentir désiré, à chaque histoire qu'ils ont écoutée, à chaque kilomètre qu'ils ont parcouru pour moi. Mes parents biologiques voulaient rencontrer la version prospère de moi. Très bien, mais ils allaient rencontrer la vérité debout à mes côtés. J'ai répondu poliment et je les ai invités à dîner chez moi à Seattle ce samedi-là. Ils ont répondu en quelques minutes, m'appelant Éléonore Dubois comme si mon nom d'adoption était une phase. Ils ont demandé si nous pouvions prendre quelques photos de famille. J'ai dit que nous verrions comment la soirée se déroulait. Puis j'ai invité Ruth et Michel pour le week-end. J'ai dit la vérité à Caleb et Serena. Serena a décidé de venir aussi. Elle a dit, s'ils essaient de réécrire ce qui s'est passé, je veux être dans la pièce. Toute la semaine, je me suis préparé calmement. Je n'ai pas planifié un piège cruel. J'ai planifié une table construite sur des faits. J'ai rassemblé mes papiers d'adoption, le premier carnet que Ruth m'a donné, et le vieux magnétophone que Michel avait réparé. Caleb a monté une courte vidéo des ateliers Brightbridge, d'enfants lisant, de Ruth animant des cercles de lecture, de Michel installant des ordinateurs donnés, et de parents pleurant lorsque leurs enfants ont finalement cru qu'ils pouvaient apprendre. Samedi soir, mes parents sont arrivés avec des fleurs coûteuses, une bouteille de vin et des sourires trop larges pour être réels. Ma mère m'a serré dans ses bras comme si des caméras regardaient. Mon père a regardé ma maison et a dit, tu t'en es très bien sorti pour toi. Pour moi, comme si personne d'autre n'avait construit cette vie avec moi. Puis ils sont entrés dans la salle à manger et ont vu Serena debout là. La surprise a traversé leur visage, mais ils se sont rapidement remis. Ils n'avaient toujours pas vraiment remarqué Ruth et Michel au bout de la table. Pour des gens comme Richard et Meredith Dubois, les gens ordinaires étaient souvent invisibles jusqu'au moment où ils devenaient impossibles à ignorer. Le dîner a commencé avec le genre de politesse qui fait que chaque fourchette résonne trop fort. Ma mère a complimenté la table, la nourriture, la maison, tout ce qui la détournait du passé. Mon père a posé des questions sur Brightbridge comme s'il étudiait une opportunité commerciale. Combien d'élèves servions-nous? Dans combien d'États nous étions-nous étendus? Avions-nous envisagé des partenariats avec des programmes pour surdoués privés? J'ai répondu simplement et je l'ai regardé calculer. Il n'écoutait pas comme un père. Il écoutait comme un homme qui évaluait la valeur d'une marque. Ruth était assise tranquillement à côté de Michel, mains jointes, les yeux passant de moi aux personnes qui m'avaient bradé. Michel avait l'air calme, mais je voyais la tension dans sa mâchoire. Serena a à peine touché sa nourriture. Caleb gardait sa main près de la mienne sous la table, me rappelant que je n'étais pas seul. À mi-chemin du dîner, ma mère a touché mon poignet et a dit doucement, « Éléonore, nous avons tellement manqué. Peut-être est-ce le bon moment pour guérir. Le monde t'a vu à la télévision. Il devrait connaître ton histoire complète. » J'ai regardé sa main et j'ai repensé à la dernière fois que j'avais supplié cette même main de ne pas me laisser partir. Quelle histoire complète? Ai-je demandé. Mon père s'est raclé la gorge.
L'histoire d'une famille aux attentes élevées. L'histoire de la résilience. L'histoire de la façon dont les standards façonnent des adultes extraordinaires. Serena a murmuré, « Papa, arrête. » Mais il a continué, « Nous planifions un gala le mois prochain. Ta présence pourrait aider les familles à comprendre que le succès peut prendre différents chemins, mais qu'il commence toujours par une base. » Une base. Je me suis levé et j'ai ramassé mon verre, non pas pour trinquer à eux, mais pour stabiliser mes mains. Vous avez raison sur un point, ai-je dit. Le succès commence par une base. Alors, avant que quiconque ne prenne des photos ou ne raconte une histoire de famille au public, je veux honorer la base qui a réellement sauvé ma vie. Le sourire de ma mère a vacillé. Je me suis tourné vers Ruth. Quand j'avais 11 ans, je croyais que j'étais trop difficile à aimer. Ruth m'a trouvé à la maison du port avec un cahier caché sous ma manche. Et au lieu de me demander ce qui n'allait pas chez moi, elle m'a demandé si elle pouvait lire mon histoire. Ruth s'est couvert la bouche. Je me suis tourné vers Michel. Michel a réparé un magnétophone cassé pour que je puisse raconter mes histoires quand écrire semblait trop effrayant. Il m'a appris que les choses cassées n'étaient pas sans valeur. Elles ont juste besoin de quelqu'un d'assez patient pour les réparer. Puis j'ai remercié Caleb pour m'avoir aidé à transformer la douleur en un programme qui a redonné leur voix aux enfants. J'ai remercié Serena de m'avoir aimé en secret quand elle était trop jeune pour combattre les adultes dans nos vies. Finalement, j'ai regardé mes parents biologiques. Et puisque vous m'avez dit que vous étiez fiers après m'avoir vu à la télévision nationale, j'ai pensé que ce soir serait un bon moment pour vous de rencontrer les gens qui m'ont réellement élevé. Le visage de mon père s'est durci. Ma mère s'est lentement tournée vers Ruth, la voyant vraiment pour la première fois. La reconnaissance l'a frappée comme une gifle. Des années plus tôt, lors d'un panel sur l'éducation à Sacramento, Ruth avait contesté l'affirmation de ma mère selon laquelle les tests de surdouance pouvaient déterminer l'avenir d'un enfant à 6 ans. Ma mère en avait ri plus tard, qualifiant Ruth de bibliothécaire sentimentale qui confondait la gentillesse avec l'expertise. Maintenant, cette même bibliothécaire était assise chez moi, en tant que ma mère à tous égards importants. Mon père a reconnu Michel ensuite. Des années auparavant, Michel avait réparé des bus pour un district scolaire qui s'était associé à l'Institut des surdoués du bois. Mon père avait dit une fois devant lui, « Certaines personnes réparent des moteurs, d'autres façonnent l'avenir. » Il l'avait dit comme une insulte. Maintenant, il comprenait que l'homme qu'il avait méprisé avait façonné l'avenir de la fille qu'il avait abandonnée. « C'est inapproprié » a murmuré ma mère. « Non » a dit Serena, la voix tremblante. « Ce que vous avez fait était inapproprié. » Mon père s'est levé à moitié de sa chaise. Nous avons pris des décisions difficiles. Tu étais instable. On nous a conseillé. J'ai ouvert le dossier à côté de mon assiette et j'ai placé un email imprimé sur la table. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai pas crié. J'ai simplement laissé les mots parler. Serena est l'enfant dans laquelle nous pouvons encore investir. Éléonore a besoin d'un environnement différent. Mon père est devenu pâle. Ma mère a fixé la page comme si des inconnus l'avaient écrite. J'étais un enfant, ai-je dit. Pas un investissement raté, pas un problème de relations publiques, pas une erreur que vous pouviez cacher jusqu'à ce que je devienne utile. Caleb a lancé la vidéo. L'écran montrait des enfants dans des salles de bibliothèque lisant au micro, dessinant des cartes d'histoire, et apprenant de manière qu'aucun test ne pouvait mesurer. Il montrait Ruth à côté d'une fille effrayée de lire. Il montrait Michel portant des cartons de livres donnés. Il me montrait disant aux parents, « Aucun enfant n'est moyen quand quelqu'un prend le temps de comprendre comment il apprend. » Ma mère a commencé à pleurer, mais ses premiers mots n'étaient pas des excuses. C'était, « Savez-vous ce que cela pourrait nous faire ?» Et voilà. Pas ce qu'ils m'avaient fait, mais ce que la vérité pouvait leur faire. Je l'ai regardé et j'ai dit, « C'est la première chose honnête que vous ayez dite ce soir. » Ils sont partis avant le dessert. Mon père a dit que je regretterais de les avoir humiliés. Ma mère a dit que Ruth et Michel m'avaient retourné contre ma vraie famille. Michel s'est tenu calme mais ferme et a dit, « La vraie famille n'abandonne pas un enfant et ne revient pas pour les applaudissements. » Mes parents n'avaient pas de réponse. Ils sont sortis avec les fleurs toujours sur la table, leur histoire parfaite brisée derrière eux. Pendant une nuit, j'ai pensé que c'était fini. J'ai pensé que la honte ferait ce que l'amour n'avait jamais fait et rendrait mes parents silencieux. J'avais tort. Le lendemain matin,
l'Institut des surdoués du Bois a publié une longue déclaration sur sa page officielle. Mes parents ont écrit que leur fille tant aimée les avait invités à dîner uniquement pour les humilier, qu'ils avaient passé des années à prier pour la réconciliation, et que j'avais été influencé par des personnes qui voulaient me séparer de ma famille biologique. Ils se sont décrits comme des parents le cœur brisé punis pour avoir fait des choix difficiles pendant une période éprouvante. Ils n'ont pas mentionné la maison du port. Ils n'ont pas mentionné les réunions de réunification manquées. Ils n'ont pas mentionné l'email concernant l'investissement dans Serena. Et ils n'ont pas mentionné qu'ils m'avaient contacté seulement après qu'une apparition à la télévision nationale m'ait rendu utile à leur réputation. Puis ils ont fait leur plus grosse erreur. Ils ont tagué le programme de télévision, les journalistes d'éducation et les sponsors associés à Brightbridge. Ils pensaient que la pression publique me ferait taire. Peut-être que la version de moi à 11 ans aurait paniqué. La femme de 29 ans qu'ils ne reconnaissaient plus, elle, ne l'a pas fait. J'ai attendu 1 heure, j'ai appelé Ruth, Michel, Caleb et Serena, puis j'ai écrit une réponse. Elle était courte, calme et documentée. Je ne les ai pas insultés. Je n'ai pas exagéré. J'ai simplement dit la vérité. J'ai écrit que j'avais été placé à la maison du port à 11 ans après ne pas avoir répondu aux attentes académiques de mes parents. J'ai écrit que Ruth et Michel m'avaient accueilli puis adopté après que mes parents biologiques aient choisi de ne pas participer de manière significative à la réunification. J'ai écrit que je respectais le droit de chaque enfant à la vie privée, mais que je ne permettrais pas aux adultes qui ont abandonné un enfant de s'attribuer publiquement le mérite de l'adulte qu'elle est devenue. Puis j'ai posté une phrase que les gens ont répétée plus que tout autre. Je n'ai pas été élevé avec des standards élevés. J'ai été sauvé par un amour constant. Serena a partagé le message et a ajouté sa propre déclaration. Elle a écrit qu'elle avait été la jumelle favorite, qu'elle avait bénéficié du même système qui m'avait fait du tort, et que le silence avait protégé les mauvaises personnes trop longtemps. Ces mots comptaient car mes parents ne pouvaient pas la rejeter comme étant l'enfant difficile. Elle avait été leur preuve de succès et maintenant, même elle refusait de jouer pour eux. La réaction a été plus forte que tout ce que nous avions imaginé. Les parents qui avaient payé pour l'Institut des surdoués du Bois ont commencé à poser des questions. Des anciens élèves ont partagé des histoires d'attaques de panique, de pression, et d'être traités comme des projets plutôt que comme des enfants. Un sponsor s'est retiré du gala. Puis un autre, une école privée a annulé la conférence de ma mère sur l'éducation des enfants résilients. Mon père s'est retiré d'un conseil consultatif après que des journalistes aient demandé pourquoi un homme qui conseillait les parents sur le développement de l'enfant avait définitivement abandonné l'une de ses propres filles pour ne pas avoir réussi comme sa jumelle. Ils n'ont pas été détruits par des mensonges. Ils ont été exposés par la vérité qu'ils avaient passé des années à décorer. 1 semaine plus tard, mon père m'a envoyé un message. Ce n'était pas des excuses. Il a dit que j'avais sali le nom de la famille et que je devrais supprimer mon message. Ma mère a envoyé un message séparé disant qu'elle espérait que j'étais satisfaite. J'ai regardé ces messages, attendant de ressentir la vieille envie de leur approbation. Elle n'est jamais venue. J'ai répondu 1 fois. J'espère qu'un jour vous comprendrez que les enfants ne sont pas des investissements. Ce sont des personnes. Puis je les ai bloqués. Serena a fait de même 1 mois plus tard. Pas parce que je le lui avais demandé, mais parce qu'elle en avait marre d'être aimée seulement quand elle leur donnait bonne figure. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ils m'ont appelé la jumelle intelligente toute ma vie, mais ils ne m'ont jamais appris à être heureuse. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous avions toutes les deux été piégées dans des pièces différentes de la même maison. La mienne était le rejet, la sienne était l'attente. Aucune des deux n'était de l'amour. Brightbridge a reçu plus d'attention après que la vérité soit sortie, mais j'ai refusé de transformer ma douleur en une marque construite sur la vengeance. Au lieu de cela, Ruth, Michel, Caleb, Serena et moi avons créé le fonds Aucun enfant n'est moyen pour soutenir les bibliothèques publiques, les programmes pour jeunes en foyer, et les outils d'apprentissage pour les enfants étiquetés comme trop lents, trop distraits, trop émotifs. Ou pas assez doués. Lors de notre première collecte de fonds, Michel portait la même vieille veste de travail qu'il portait toujours. Quand je l'ai remercié, ainsi que Ruth, sur scène, il a secoué la tête et a dit calmement « Nous n'avons pas élevé une génie. Nous avons élevé un enfant. » Cela suffisait. Et c'est la leçon que je veux que les gens retiennent de mon histoire. La valeur d'un enfant ne se mesure pas par ses notes, ses prix, ses bourses, ou la fierté avec laquelle les adultes peuvent l'exhiber.
La vraie éducation ne consiste pas à forcer chaque enfant à devenir impressionnant de la même manière. Il s'agit de patience, de compréhension et d'aider chaque enfant à découvrir comment son esprit s'ouvre. La vraie famille n'est pas toujours les personnes dont vous partagez le sang. Ce sont les personnes qui restent quand vous avez peur, qui écoutent quand votre voix tremble, et qui croient en vous avant que le monde n'applaudisse pour vous. Mes parents sont revenus parce qu'ils ont vu mon succès. Ma vraie famille m'a aimé quand je n'avais qu'une valise, un cœur brisé, et un cahier plein d'histoires que personne d'autre ne voulait lire. C'est pourquoi, quand on me demande si j'ai eu ma revanche, je dis la vérité. Ma revanche n'a pas été de ruiner mes parents. Ma revanche a été de devenir impossible à réécrire pour eux.